Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la TFM. Tout de suite, le sommaire de cette édition. À la une de l'actualité, la saisine du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Ouest pour la libération provisoire de détenus dont l'état de santé est incompatible avec la détention en prison, parmi eux Farba Ngom. C'est le Forum du justiciable qui a lancé l'initiative qui, pour l'instant, n'a fait l'objet d'aucune réaction officielle des autorités sénégalaises. Lancement ce mardi 9 décembre du recensement physique et biométrique des agents de l'administration, la fonction publique qui compte plus de 189 000 employés, qui coûte quelques 1 500 milliards de francs CFA par an en masse salariale. Le niet des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar aux propositions du ministre de l'Enseignement supérieur et du directeur des bourses, l'amicale des étudiants de l'UCAD a renvoyé sa copie au gouvernement. Pendant ce temps, les médiations se poursuivent pour rapprocher les positions et sauver l'année universitaire. Et puis en sport, l'attente de la publication de la liste des joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations de football à J-10 de la compétition. Le sélectionneur national Pape Thiaw a jusqu'à jeudi pour lever le voile sur l'équipe qui ira au Maroc. Dans une lettre adressée aux représentants du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, le Forum du justiciable réclame la mise en liberté provisoire immédiate des détenus dont l'état de santé serait devenu incompatible avec les rigueurs de la détention. Parmi eux, Farba Ngom, qui a été admis au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Une contre-expertise médicale signale que sa santé s'est dégradée depuis le début de son emprisonnement. L'ONG appelle à une intervention urgente des Nations Unies, un appel qui n'a suscité pour l'instant aucune réaction de la part des autorités. Ibrahim Akan. Au Sénégal, l'alerte monte d'un cran sur les conditions de détention. Le Forum du justiciable interpelle directement le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme via son représentant en Afrique de l'Ouest. En cause, l'état de santé préoccupant de plusieurs détenus hospitalisés au pavillon spécial Le Dantec. Au cœur des inquiétudes, le cas Farba Ngom. Selon l'ONG, une contre-expertise médicale confirme une dégradation rapide de son état, nécessitant une surveillance continue et des soins impossibles à garantir en milieu carcéral. D'autres détenus, dont Maodo Malik Mbaye, Mabintou Diaby ou Khadimba, seraient dans la même situation critique, selon toujours l'ONG. Face à ces constats, le Forum du justiciable réclame une intervention urgente des Nations Unies et demande au Sénégal de respecter ses engagements internationaux. L'organisation insiste, pour les détenus dont la santé est incompatible avec la prison, il faut des libertés provisoires immédiates. Pour l'instant, aucune réaction officielle. Le Forum, lui, se dit prêt à transmettre toute information nécessaire. Rendons-nous maintenant à Thiès où des universitaires et des acteurs communautaires sont réunis pour faire front contre les violences faites aux femmes et aux enfants, selon une enquête réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie avec le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. 32% des femmes sont victimes de violences et beaucoup d'enfants subissent des harcèlements sur les réseaux sociaux, d'où la mobilisation des acteurs pour endiguer le phénomène. Reportage Cheikh Anta Diop et Selatir. Le taux de prévalence des violences faites aux femmes est très élevé. Et il s'est trouvé que 3 femmes sur 10 avaient subi des violences pendant les 12 derniers mois qui avaient précédé l'enquête. Et donc ce qui fait à peu près une prévalence de 30 et quelques %, pour dire tellement les violences sont exacerbées.
C'est la raison pour laquelle les associations de femmes, les acteurs communautaires, l'UNICEF se sont réunis à Thiès pour établir un diagnostic afin d'éradiquer ce mal. On parle des femmes, des filles qui n'ont pas de revenus, même les enfants subissent des violences, les gens qui vivent dans la vulnérabilité, qui subissent ces violences-là, le harcèlement en milieu de travail, mais également la violence en ligne, c'est vraiment devenu très très exacerbé. Maintenant, les gens utilisent l'internet pour se défouler sur des personnes anonymes, même sinon des personnes très connues, les personnes qui font du e-commerce, les activistes, les gens qui sont dans le milieu de l'art, de la culture, même les journalistes, toute personne n'est épargnée par la violence en ligne. Ces spécialistes des normes sociales très optimistes attendent du gouvernement la validation du deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre. Cet autre chiffre qui interpelle le nombre de ménages sénégalais identifiés comme pauvres ou vulnérables est passé du simple au double. Il atteint désormais 1 million de ménages sur le registre national unique, le RNU. C'est la représentante du délégué général à la protection sociale qui a donné l'information en marge de l'atelier de restitution des résultats des mesures d'intégration des handicapés dans les programmes sociaux de l'État. Atelier qui s'est tenu à Ziguinchor. Voici Madame Loli Diouf au micro de Boubacar Diassi avec les images de Lamine Mandjan. C'est un outil de ciblage, de coordination que le gouvernement du Sénégal a mis en place ce registre pour coordonner toutes les actions de protection sociale. Et le registre est passé de 542 000 ménages à 1 million de ménages en 2024. Donc pour dire que le registre est très important et il y a beaucoup d'utilisateurs de ce registre sur des programmes sociaux. Ziguinchor est la deuxième région qui occupe des ménages vulnérables et Kolda à part Dakar. Le registre prend en compte en même temps les ménages pauvres et les ménages vulnérables. Et quand on parle de vulnérabilité, on passe dans des ménages qui font face au changement climatique, au choc des changements climatiques. Donc c'est pour dire qu'on est passé des ménages pauvres aux ménages vulnérables. Le niveau national, c'est 64 000. Le handicap est individuel. Donc on parle d'individus pour les personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire national. 64 000 individus bénéficient de ce programme de bourse. Et puis sachez que le recensement physique et biométrique des agents de l'administration a été lancé ce mardi par le ministre de la fonction publique. En fin 2024, plus de 189 000 agents travaillaient pour l'État du Sénégal et ses démembrements. Quant à la masse salariale, elle atteint le montant vertigineux de 1500 milliards de francs CFA. Suivant à ce propos le ministre de la fonction publique, Olivier Boukal, au micro de Dissa Préra. C'est très important parce que à la fin de l'année 2024, nous étions... La masse salariale est très importante. En fin 2024, on avait 184 000 agents de l'État. Venons-en maintenant à la journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée ce 9 décembre. Elle coïncide avec la récente nomination des nouveaux membres de l'OFNAC, des profils d'hommes et de femmes qui suscitent beaucoup d'espoir chez Abdoul Aziz Diop, l'ancien coordonnateur adjoint du Forum civil, pense que si cette nouvelle équipe est soutenue, elle pourra aider le Sénégal à sortir de la zone rouge des pays les plus corrompus, selon le dernier rapport d'Amnesty International, de Transparency International plutôt. Il est interrogé par Chérif Dia. Les autorités, l'accompagnement des populations, ils m'ont mené leur mission avec succès pour sortir enfin le Sénégal de la zone rouge. Mais aussi un autre grand défi, c'est surtout comment articuler la technostructure, parce que nous avons au sein de cette nouvelle équipe une technostructure, c'est les élites, avec la zéro structure les populations. Donc que la lutte contre la corruption et la prévention ne soit pas une affaire d'État, qu'elle ne se limite pas seulement au niveau central, que dans toutes les régions du Sénégal, qu'il y ait des démembrements de l'OFNAC. Et ensuite, qu'on puisse changer de paradigme dans ce pays.
Un pays où on ne parle que de scandales, on ne vit que de scandales. Et il y a des très bons modèles. Je pense qu'aujourd'hui, il urge d'avoir un système national d'intégrité pour la promotion des très bons modèles avec une sanction très positive. Je prends le cas de quelqu'un comme Amouli Akar, un incorruptible dans le secteur de la police. Et pourquoi pas aller même au Sénégal vers un label de la bonne gouvernance dédié à Feu Mohamed Mbodj, chantre de la bonne gouvernance, qui a beaucoup contribué aujourd'hui à la mise en place de l'OFNAC et de tous ces programmes de bonne gouvernance au sein du pays. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'accompagnement de tous, le Sénégal pourrait enfin sortir de cette zone rouge avec le classement mondial de l'IPC publié chaque année par le Forum civil. L'amicale des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar rejette catégoriquement les propositions de paiement des allocations et bourses, propositions faites par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Il constate, disent-ils, des amalgames dans le communiqué de la direction des bourses qui a par exemple omis les arriérés de l'année académique 2024-2025. Conséquence, les délégués des étudiants maintiennent le mot d'ordre avec l'instauration des journées sans ticket et le boycott des cours. Plus de détails avec Wali Faye, il est le président de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques. Il est avec Chérif Dia. On a vu la proposition venant de la direction des bourses. Ça ne nous a pas surpris parce qu'on a longuement discuté sur ça. Et voilà, il y a de cela 2 à 3 semaines qu'on discute sur cette proposition parce que l'État nous a fait cette proposition il y a de cela des semaines. Donc nous, on n'avait pas accepté et on accepte toujours. Et on n'accepte toujours pas et on a nos raisons. D'abord, le ministre de l'Enseignement supérieur, à travers sa direction des bourses, nous a proposé de payer ces 515 000 là à partir de l'année 2026-2027. C'est ça. Parce que l'année 2025-2026, c'est une année de paiement déjà. Mais l'année aussi 2026-2027 aussi, c'est une année de paiement. Parce que cette année-là également va refléter les 3e années pour le cycle de master. Donc, en réalité, nous, on a toujours refusé ces modalités de paiement-là. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que l'État du Sénégal maintenant reconnaît qu'il doit quelque chose à l'étudiant. Maintenant, s'il reconnaît maintenant qu'il doit quelque chose à l'étudiant, donc il veut nous payer à partir de 2027, mais nous, on n'a pas accepté ces modalités de paiement-là. Donc je pense que le problème qui se pose maintenant, ce sont les modalités de paiement. Et ça, on l'a toujours refusé depuis le début des négociations. C'est ça. Et puis, face à la tension persistante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le khalife général de Bambilor a reçu hier soir en sa résidence de Dakar les représentants des étudiants du rectorat ainsi que de la direction des bourses avec la participation de dignitaires religieux, musulmans et chrétiens. Après avoir obtenu une trêve de 48 heures sur la grève à l'UCAD, le guide religieux a exhorté les acteurs à poursuivre le dialogue et à demander une audience auprès du président de la République pour trouver une solution définitive à la crise. Écoutons Tcherno Amadou Ba, khalife de Bambilor, au micro de Fatima Touré et Amadou Ba. Retenir que les tensions ont commencé à apaiser depuis qu'ils ont nous ont accordé les 48 heures de cessez de grève, le mot d'ordre. Donc j'ai eu l'occasion de les inviter à dîner, inviter tous les secteurs, par exemple le rectorat, le bureau des bourses, et les familles religieuses, aussi bien les chrétiens et le membre du comité des étudiants. Je les ai remerciés de ce qu'ils ont laissé pour moi, les 48 heures qu'ils ont pu laisser à cause de la médiation que je les ai demandé. Donc j'ai eu l'occasion aussi de remercier tous les participants dans cette médiation. Pour l'instant, ils ont déjà sur ce mot d'ordre. Donc il n'y a pas encore de grève pour l'instant. Je les ai demandé de laisser tomber pour le moment. Et puis le temps de voir avec l'État. L'État aussi doit ouvrir leurs portes et nous recevoir et nous écouter pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Surtout le président de la République doit recevoir les deux parties. Si le président de la République peut les recevoir, c'est l'idéal. Parce qu'il faut qu'il les reçoive, ou bien le PM nous reçoive pour qu'on puisse leur dire notre mot sur cette médiation-là.
Reparlons maintenant de la baisse des prix de l'énergie de ce samedi. La baisse de l'essence des pirogues n'est pas encore effective. Les pêcheurs attendent la baisse de ce produit qui coûte excessivement cher pour les pêcheurs de la langue de Barbarie. À Saint-Louis, ils sont obligés tous les jours de dépenser entre 1 million et 1 500 000 francs CFA pour aller à la pêche. Les pêcheurs rappellent au gouvernement l'urgence d'appliquer les nouvelles mesures pour baisser le prix du litre d'essence de pirogue. Ousseynou Diop et Habib Sek, reportage. La baisse du prix de l'essence des pirogues n'est pas encore effective dans la ville de Saint-Louis. À Genda, dans le sous-quartier d'Ac, nous avons rencontré Abdourahmane Diop. Il demande au gouvernement d'accélérer la cadence pour aider les pêcheurs de la langue des Braves. Nous n'avons pas constaté la baisse du prix de l'essence des pirogues. Le prix est toujours le même. Les bidons de 100 litres coûtent 32 000 francs CFA. Et les bidons de 30 litres coûtent 15 000 francs CFA. Pour Magagnan, l'essence coûte excessivement cher dans la vieille ville. Chaque jour, les pêcheurs sont obligés de dépenser plus de 1 500 000 francs CFA pour aller pêcher en haute mer avec la rareté du poisson. La baisse du prix peut être effective dans d'autres régions, mais ici à Saint-Louis, le prix n'a pas changé. L'essence coûte très cher et on dépense entre 1 million à 2 millions de francs CFA pour aller en mer. Certains pêcheurs dépensent plus de 2 millions même. Les pêcheurs de la langue des Braves invitent le gouvernement à faire des efforts pour diminuer le prix de l'essence des pirogues dans les meilleurs délais. Une mesure qui va soulager des milliers de pêcheurs sénégalais. Le prix de l'essence est toujours le même dans la langue des Braves. C'est une vieille doléance, mais le prix n'a pas changé. Et pour aller en mer, il faut dépenser beaucoup d'argent. Les pêcheurs de la ville de Saint-Louis doivent encore patienter. Le service du commerce doit fixer le prix de l'essence de pirogue dans les prochains jours. Restons avec la pêche pour parler de l'arraisonnement par la marine mauritanienne de 7 pirogues appartenant à des pêcheurs de Gaïa. Ils étaient à bord de ces embarcations et ils ont été arrêtés alors qu'ils pêchaient à Ndiawan, en zone mauritanienne. Ils ont ensuite été transférés à Tekan, toujours en Mauritanie. La population de Gaïa invite le président Bassirou Diomaye Faye à réagir et à préserver les liens de fraternité entre le Sénégal et la Mauritanie. Voici Ndiaga Diop, le coordonnateur des pêcheurs de Gaïa avec Ousseynou Diop. Au moment où je vous parle, 7 pirogues des pêcheurs de Gaïa ont été arraisonnées par la marine mauritanienne qui était dans la zone de Ndiawan. C'est un site poissonneux et les pêcheurs sénégalais étaient toujours là-bas. Il y a plusieurs dizaines de pêcheurs et nous constatons que souvent la marine traîne les pirogues sur plusieurs kilomètres, ce qui fait qu'après les pirogues ne seront plus utilisables. Nous les pêcheurs du département, on souffre. C'est pourquoi nous demandons aux autorités sénégalaises de réagir le plus rapidement possible. Les pêcheurs sont transférés dans une autre ville du nom de Tekan. Le président et le premier ministre doivent réagir rapidement. La marine a arraisonné les pirogues et tout le matériel qui était à bord est confisqué par les gardes-côtes. Donc il faut faire vite. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide du gouvernement. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, nous voici parce que toute autre chose. Maintenant, le Sénégal vient de réaliser une avancée médicale sans précédent. Ce lundi, c'était hier donc, à l'hôpital principal de Dakar. On a réussi l'implantation percutanée des 2 premières valves aortiques. Première opération de ce genre donc dans l'histoire de l'hôpital. Une première non seulement pour le pays, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest. Cette prouesse menée par le service de cardiologie marque un tournant décisif dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Abdoulaye Diop, Diafaraba. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi. L'équipe du lieutenant-colonel Mohamed Cherif Mboub de l'hôpital principal de Dakar a réalisé une prouesse historique en cardiologie, une première en Afrique de l'Ouest. Elle vient de procéder à l'implantation percutanée des 2 premières valves aortiques au Sénégal. Beaucoup de fierté, on est très content, comme vous venez de le voir, on vient de terminer
les premières implantations de valves TAVI au Sénégal, ici à l'hôpital principal de Dakar. Une grande fierté. Les patients vont très bien, le patient va très bien. On espère qu'il va retrouver le souffle assez rapidement et avoir une bonne qualité de vie. Ça fait vraiment une belle avancée. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 années, dirigé par le professeur Mboup ici présent, avec un leadership vraiment éclairé. Et ça nous a permis, avec l'aide de collaborateurs français également, notamment le docteur Thomas Ovas qui est avec nous, et tout l'Institut cardiovasculaire Paris-Sud auquel il appartient, de mener ce projet à bout. L'implantation percutanée de valves aortiques, plus connue sous l'acronyme TAVI, est une technique de pointe permettant de remplacer une valve aortique défaillante sans chirurgie à cœur ouvert. Le docteur Chertidiane Dao nous en dit plus. Donc c'est une procédure percutanée. On ne fait pas généralement d'anesthésie générale, on n'ouvre pas la poitrine, on passe par les artères périphériques et on remplace la valve qui est malade par une nouvelle valve. C'est des patients généralement âgés qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire qu'on connaît, les facteurs classiques comme l'hypertension artérielle, le diabète, etc. et qui ont des valves qui vieillissent. C'est une maladie de la sénescence en réalité et donc qui se présente pour des problèmes d'essoufflement. Cette intervention concerne principalement les personnes âgées souvent touchées par ce type de pathologie, à l'image du patient du jour âgé de 70 ans. Avec cette première, l'hôpital principal de Dakar confirme son statut d'établissement de référence dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Fierté et encore une fois montrer qu'il y a des ressources humaines de qualité. Il faut continuer la formation, se donner les moyens d'avoir les outils qu'il faut pour prendre en charge nos patients. Parce que quand même ces technologies-là sont très intéressantes pour les patients, ça évite aux patients d'aller dans les pays étrangers. Donc c'est vraiment important de les avoir sur place pour prendre en charge nos patients. Et c'est une technologie qui améliore la survie des patients, mais également la qualité de vie des patients. Donc vraiment une technique révolutionnaire. L'introduction du TAVI ouvre la voie à de nouvelles options thérapeutiques pour les patients sénégalais, réduisant les évacuations sanitaires coûteuses et renforçant l'autonomie du système de santé. Et puis face à l'urbanisation galopante qui expose les populations de Dakar, Thiès à la pollution, aux îlots de chaleur et aux inondations, les autorités ont mis en place un projet dénommé Ceinture verte, ayant pour objectif d'améliorer le cadre de vie. Il s'agit d'une infrastructure vert-bleu qui vise à restaurer les écosystèmes, à réguler le climat urbain et à offrir un environnement plus sain et résilient aux citoyens. Pour plus de détails, voici le colonel-major Babacar John. Il est le directeur national des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols, au micro de Al-Hassan Ba et Yaya Diallo. Comme le titre le dit, Ceinture verte, c'est pour pouvoir améliorer le cadre de vie des communautés urbaines des régions de Dakar et de Thiès. Et améliorer le cadre de vie, ça veut dire que reverdir les espaces et voir comment faire pour améliorer ce cadre avec les plantations d'arbres, intégrer l'arbre dans le paysage urbain. Et comme l'a dit le représentant de l'urbanisme et le secrétaire général du ministère de l'Environnement, donc la planification urbaine doit prendre en compte le vert pour pouvoir améliorer, mais également léguer aux générations futures un environnement sain, un environnement vert. Parce que tout le monde parle de reverdissement, parce qu'avant on parlait de Cap Vert, maintenant si vous voyez Dakar c'est maintenant Cap Béton. Donc il va falloir qu'on renverse cette tendance-là avec ce projet Ceinture verte. Il y a beaucoup d'activités qui ont été menées à l'échelle de la région de Dakar, mais également de la région de Thiès, avec les collectivités territoriales, des rencontres multi-acteurs pour discuter, voir quel est le meilleur schéma à adopter pour pouvoir améliorer la verdure, mais améliorer le cadre à travers l'aménagement urbain, mais également les habitations connexes ou les localités connexes au niveau de ces régions-là. Allons à présent à Fadiouk, sur la petite côte. L'église Saint-François Xavier a célébré
C'est 144 ans en même temps que la messe d'action de grâce de l'évêque de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simel Ndiaye, enfant du village. Une fête marquée par la tradition, la ferveur et une remarquable communion religieuse avec la participation des voisins musulmans, dont l'imam du quartier d'origine de l'évêque. Compte rendu Daniel Diouf et Ababakar Kamara. Fadjout, un village tissé de traditions séculaires où le christianisme et l'islam vivent côte à côte dans une belle harmonie. Ici, la foi se chante, se partage, se célèbre. Ce dimanche, la communauté chrétienne a vibré au rythme d'une grande messe présidée par leur fils, devenu évêque. Dès les premières heures, l'église de Fadjout pleine à craquer. La chorale entonne le chant d'ouverture et la procession s'élance. Sur ces images, la bénédiction des fidèles rappelant l'eau du baptême, un geste simple mais symbolique qui purifie. Puis vient la procession de l'évangéliaire, moment central où la parole de Dieu traverse l'assemblée, ici en pirogue, portée avec une solennité particulière. Nous sommes à la table de la parole, l'évangile du jour tiré de Saint Matthieu avec Jean-Baptiste qui appelle à la conversion des cœurs, puisque le royaume des cieux est tout proche. Dans son homélie, l'évêque s'inspire de la mission de Jean-Baptiste, prophète du Très-Haut, qui a donné sa vie pour préparer les chemins du Seigneur. Il appelle les fidèles à suivre cet exemple, faire connaître Dieu par une vie chrétienne authentique, exemplaire, dans la famille, au travail et dans la société. Autre temps fort, la procession des offrandes qui nous conduit à la table de l'Eucharistie. Les fidèles apportent leurs offrandes, fruits, symboles du village, mais surtout leur gratitude. Nous voici à présent au cœur de la célébration, c'est l'Eucharistie, les regards tournés vers l'autel. Jésus est présent à travers le pain et le vin qui symbolisent le corps livré et le sang versé pour le salut de l'humanité. Au terme de la célébration, les lignées maternelles et paternelles de l'évêque s'avancent, bras chargés de cadeaux. L'instant est convivial. C'est le village qui exprime sa fierté. La journée s'est poursuivie par un après-midi culturel, au rythme des sonorités locales. Entre tradition, foi et joie partagée, Fadjout a offert un moment de communion resté dans les annales du village. En sport, la publication de la liste des 27 lions du Sénégal pour la CAN 2025 est attendue au plus tard ce jeudi. La grosse interrogation du moment est de savoir si le sélectionneur national Pape Diaw va prendre le risque de convoquer les joueurs en phase de reprise. Pour notre consultant Pape Lamine Conté, mis à part la grosse incertitude qui concerne Habib Diarra, tous les autres peuvent bel et bien participer à la grand-messe du football africain. Reportage Chersad Boudjara. Leur présence dans la liste des Lions du Sénégal pour la CAN 2025 est sujet à discussion. Ismaël Sarr, Lamine Camara, Ismaël Jacobs, Hassan Diaw et Habib Diarra reviennent de blessures. Pour le sélectionneur Pape Diaw, le pari ne serait-il pas trop risqué? 5 jours qui ne sont pas dans la même dynamique de reprise. Parce que Hassan Diaw a bien repris malgré les tergiversations de son entraîneur qui ne joue pas le jeu réellement. Lamine Camara a très bien repris. Ismaël Jacobs, aux dernières nouvelles, il doit être partant, même si son entraîneur n'est pas très favorable. Habib Diarra est en degré moindre le seul joueur qui aujourd'hui, sur qui il y a peut-être beaucoup de doutes sur sa participation, du fait de la durée de son repos, et donc ça peut poser problème. Ismaël Sarr, la durée du repos n'est pas longue, l'état de la blessure ne semble pas être très inquiétant. Il y a des entraîneurs qui ne jouent pas le jeu, certains joueurs qui aussi ne mettent pas du sien pour être dans le truc, parce que souvent
le club fait trop de pression et donc il faut être très vigilant. Une grande précaution à prendre, surtout en ce qui concerne Habib Diarra, éloigné des pelouses depuis le mois de septembre. Moi, je pense que c'est un joueur très jeune, plein de talent, un potentiel énorme, qui a des particularités dans sa façon de jouer et surtout au poste où on peut l'utiliser. Mais il faut faire attention. Moi, je dis qu'il ne faut pas être dans l'empressement pour accélérer sa guérison ou sa présence dans la Coupe d'Afrique. Il est jeune, il a l'avenir devant lui et il peut signer un très long bail avec l'équipe nationale. La liste des Lions du Sénégal pour la CAN du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 sera rendue publique au plus tard ce jeudi par Pape Thiaw. En mode basket avec la Coupe d'Afrique des clubs champions chez les dames au Caire en Égypte, auteur de 2 victoires en autant de sorties. L'ASC Ville de Dakar est qualifié pour les quarts de finale de la compétition avant même son dernier match de poule contre Brave Hearts Basket Club du Malawi. Une occasion, selon l'entraîneur du club de la municipalité de Dakar, Moustapha Gaye, pour parfaire le collectif de son équipe avant les prochaines échéances qui seront beaucoup plus difficiles. Je vous propose de le suivre. Dans le collectif, on a encore beaucoup de choses que nous devons améliorer. Mais comme Koudia l'a dit, nous, notre force aujourd'hui, c'est la bonne ambiance qui est dans le groupe. Elle nous apporte beaucoup avec sa bonhomie, sa joie de vivre. Je pense que tout le monde est dans une bonne dynamique. Il faudra juste que les filles pensent que ce match-là est anecdotique. Maintenant, il faut se remobiliser et dès le match d'après-demain, montrer un meilleur visage dans la construction du jeu, dans l'approche, pour être meilleur encore en quart de finale. Parce que dans 2-3 jours, ça va être encore beaucoup plus difficile. Maintenant, il y a des niveaux assez hétérogènes, mais il y a un noyau qui va se dégager. Je ne citerai jamais d'équipe, mais il y a un noyau qui va se dégager. Et je retiens vraiment beaucoup cette équipe du Kenya, qui m'a donné une très forte impression. Il faudra les prendre très au sérieux, l'équipe mozambicaine. En tout cas, ça va être très difficile pour tout le monde d'ailleurs, mais nous allons bander les muscles et nous préparer pour les quarts déjà. Le niveau de cette compétition va aller de plus en plus, chaque année va être encore beaucoup plus relevé. Voilà, c'est tout pour ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi, mais restez avec nous dans un instant. Notre invité de ce soir.